Je pense que c'est parti, et donc on peut démarrer. Bon, si tout va bien, sinon évidemment réagissez, mais si tout va bien, je démarre. Voilà, alors je me présente pour, en dehors de certains habitués qui me suivent des fois depuis déjà pas mal de temps, je me présente pour les autres. Moi, je m'appelle Pascal Gallois, je fais partie d'un cabinet de conseil qui s'appelle Tact Conseil. Notre mission, c'est d'intervenir sur, je dirais, le management social dans les organisations. Moi, je suis plus spécialisé sur ce qui concerne, je dirais, les évolutions psychosociologiques dans les organisations, et en particulier sur le sujet de la prévention de l'absentéisme. Bien. Voilà, là on va parler de micro-absentéisme, ce qu'on appelle généralement micro-absentéisme. J'en donne une définition plus précise dans le document, vous pourrez le récupérer. C'est l'absentéisme de moins de 4 jours. On va voir que c'est toujours difficile, effectivement, de donner ces bornes-là. Parce que souvent les analyses se font sur des absentéismes de moins de 8 jours. Je vous donnerai d'ailleurs des chiffres qui sont souvent effectivement sur des absentéismes de courte durée, c'est-à-dire moins de 8 jours. Mais là, quand on parle de micro-absentéisme, on parle d'une journée, 2 journées, voire 3 journées. Souvent, c'est dans la période de carence, donc ça peut paraître effectivement pour certains où la carence existe, justement assez contradictoire. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser, parce que ce type d'absentéisme a souvent effectivement des racines particulières. Voilà, dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Voilà, je me suis beaucoup inspiré, si vous voulez, évidemment de ce que j'ai lu récemment, et en l'occurrence il y a eu un peu d'actualité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi de mes missions de conseil récentes sur le sujet. Ok, donc j'essaierai de vous donner des retours de ce que j'ai vu, entendu, analysé moi-même. Ok, eh bien on peut démarrer. Alors, je vais démarrer, pas prévu de plan particulier. En fait, il y a 2 grandes parties. Il y a une première partie qui est plus l'état des lieux et la définition sur le micro-absentéisme, et puis une deuxième partie sur laquelle on va pouvoir là aussi échanger. C'est en gros face au profil de personnes qui peuvent être en micro-absentéisme, et j'en ai identifié 4 profils. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Ok. Mais avant, un petit état des lieux, d'ailleurs tiré de l'actualité récente. Alors, première information sur l'absentéisme de courte durée, puisque là, c'est les chiffres de la CNAM qui datent, je dirais, de factions assez récentes, puisque c'est sur des journées indemnisées de 2015. Alors, je crois qu'il y a des chiffres plus récents, mais enfin, en l'occurrence, ça n'a pas dû beaucoup bouger. On sait que l'absentéisme de courte durée, c'est-à-dire de moins de 8 jours, représente, moins d'une semaine, représente 4%. Bon, vous verrez, j'ai marqué 5%, mais pour faire une espèce de rapprochement entre 5% et 50%, parce que c'est 5%, si vous voulez, en termes de valeur d'indemnité journalière de sécurité sociale. Donc, on pourrait dire que c'est assez faible. C'est d'ailleurs assez faible en partie parce que, évidemment, il n'y a pas les 3 jours de carence. Alors, pour la sécurité sociale, il n'y a que sur cette semaine 4 jours qui peuvent être indemnisés, donc c'est d'autant plus faible. Et puis, ça peut être faible aussi dans l'entreprise si jamais, effectivement, là aussi, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de complément de salaire, etc. Cela étant dit, c'est une petite partie en termes de coûts, mais c'est une grosse partie en termes de volume, c'est-à-dire en nombre de jours. C'est 47%. Okay. Alors, bon, je l'écris de façon un peu transitoire autrement. Je dis, bon, les arrêts courts, finalement, c'est 5% en valeur, mais 50% en volume. C'est en gros les chiffres qu'il faut retenir. Et c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant parce que ça coûte de l'argent, c'est surtout parce que c'est extrêmement désorganisant, parce que c'est l'essentiel de nos arrêts, et donc c'est là-dessus qu'il faut agir. Ils sont assez imprévisibles, ils sont difficiles à remplacer. Enfin, on va voir qu'il y a un certain nombre de contraintes qui obligent à s'en occuper. Alors, d'autres chiffres là, qui sont tirés du fameux rapport de l'IGAS, qui s'inspire largement d'ailleurs des chiffres de la CNAM. Là, on retrouve, si vous voulez, l'intégralité, je dirais, en nombre d'arrêts cette fois-ci, pour les indemnités journalières de sécurité sociale. C'est à quelque chose près, entre 2010 et 2015, environ 3 millions de personnes qui s'arrêtent moins d'une semaine. Okay.
Il y a peut-être même des gens qui passent à travers les mailles parce qu'en fait, s'ils n'ont pas la carence, finalement, ils ne déclarent rien. Donc, il est possible effectivement qu'il y ait des gens qui ne se déclarent pas. Alors, en termes d'évolution, quand on essaie de traduire effectivement, je ne sais pas si le graphique est très visible, mais quand on essaie de traduire ça en évolution, si vous voulez, de 2011 à 2015, en basse 100, on s'aperçoit que la courbe verte, c'est justement l'évolution, si vous voulez, des arrêts en nombre de jours, en nombre d'arrêts, pardon, de moins d'une semaine. Alors, on a fait un peu le yo-yo ces derniers temps. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit effectivement qu'il y a eu une baisse légère en 2012, qu'il y a une remontée en 2013, on a baissé en 2014 et on a réaugmenté en 2015. Alors, certains analystes parlent du lien qu'il peut y avoir entre les absences courtes et le taux de chômage. Donc, en fait, de peur effectivement de perdre son emploi, au bout du compte, il peut y avoir des gens qui se méfient beaucoup plus de se mettre en absence pour une raison qui paraîtrait peu valable. Voilà, on voit alors. En revanche, on voit sur la courbe qui est jaune, mais jaune doré, c'est-à-dire une grosse évolution des absences de 6 mois à 1 an. Donc là, on a une proportion de ces absences-là qui finalement est très forte, puisqu'il y a une augmentation de 10% quasiment en 5 ans. Okay. Voilà. Et nous, on va surtout s'intéresser à l'évolution du micro-absentéisme. Ok, je continue. Alors, toujours sur les enjeux. Oui, donc, petit commentaire, ces absences courtes sont sensibles au phénomène épidémique, évidemment, c'est une première chose, mais aussi au contexte socio-économique. Alors, quand je parle de contexte socio-économique, je parlais de chômage tout à l'heure, mais aussi aux situations familiales. Quand on lit le rapport de l'IGAS, c'est intéressant de voir à quel point les populations qui sont effectivement, et en particulier les femmes, en situation d'avoir des enfants, en fait entre 25 et 35 ou 40 ans, sont effectivement, et en particulier enfants en bas âge, en l'occurrence, on va dire que c'est plutôt 45 ans dans ce cas-là, sont soumis justement à des contraintes qui les amènent parfois à s'absenter en regard justement de la garde d'enfants et de la garde d'enfants malades parfois. Donc là, il y a vraiment un lien assez fort par rapport à ça. On s'aperçoit d'ailleurs, alors cette fois-ci, je fais référence à d'autres chiffres qui viennent de sortir, qui sont sortis hier, qui sont les chiffres du baromètre Hemming qui est produit chaque année, qui dit qu'il y a une légère poussée de l'absentéisme en 2017, qui s'aperçoit que, en gros, en moyenne en France, l'absentéisme se situerait à 4,72, alors qu'il était à 4,59 en 2016, et qui s'aperçoit que l'écart se creuse entre les hommes et les femmes. Donc, avec comme interprétation, effectivement, un poids des contraintes familiales plus fortes sur les femmes, et en particulier une monoparentalité souvent du côté féminin. Ok. Voilà. Alors, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais si ça vous intéresse, on en reparle tout à l'heure. Voilà. Donc, on va avoir un micro-absentéisme sur des populations qui sont parfois effectivement soumises à ces contraintes. Alors, si on regarde les enjeux pour vous, j'ai donné tout à l'heure la définition du micro-absentéisme. Je parle de l'absentéisme de moins de 4 jours, ça peut être 5, ça peut être 6, mais en l'occurrence, c'est plutôt cette définition-là qu'on regarde. En gros, ça a pour conséquence d'avoir des impacts sur 3 fondamentaux de l'entreprise. D'abord, l'organisation et la planification du travail. Donc, c'est effectivement extrêmement perturbant. Les managers sont en difficulté effectivement pour trouver des solutions pour faire face aux besoins des clients, aux besoins de l'organisation. Okay. C'est le cas en particulier dans le commerce, c'est le cas en particulier dans des activités de production. Voilà. Deuxième chose, il y a la surcharge des présents. Donc l'effet souvent... Alors, dans un premier temps, l'effet physique, si vraiment, effectivement, ça augmente la pénibilité physique du travail dans des activités, comme je l'évoquais, de retail ou d'industrie, okay, mais aussi la pénibilité psychologique, c'est-à-dire qu'en gros, on a une charge de travail qui va entraîner une surcharge de travail, qui va entraîner effectivement une certaine lassitude, voire une démotivation de certains. Et donc, à la clé, on peut s'attendre à une
désolidarisation des équipes de travail et pour le coup, un effet d'ambiance qui peut être assez difficile. Ce qui veut dire que plus que l'absentéisme de longue durée, cet absentéisme, ce micro-absentéisme est assez pervers pour l'entreprise. C'est-à-dire que ne pas s'en occuper, c'est prendre un risque fort. C'est ce que je dis d'ailleurs au-delà, c'est en fait, bon, bien sûr, il y a des causes parfois structurelles, hein, je peux avoir un gros rhume, je peux avoir effectivement une pointe de fièvre, je peux avoir, j'en sais rien, autre chose. Mais en l'occurrence, il y a parfois derrière des raisons qui peuvent être des raisons principalement autour de l'engagement, de la motivation, voilà, du stress ou autre chose sur lesquelles il faut évidemment travailler parce qu'elles relève du travail, du monde du travail, du côté professionnel. Et là, on peut peut-être effectivement éviter un certain nombre d'absences à travers ce travail-là. C'est ce qu'on va regarder dans ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, petite remarque aussi complémentaire par rapport à ce que je viens de dire. C'est vrai que il y a une vraie poussée du micro-absentéisme observé dans la plupart de chez mes clients. J'ai un retour assez récurrent de gens qui me disent là, franchement, on est arrivé effectivement à un seuil qui est difficile à gérer avec des absences courtes, des absences quand même relativement fréquentes et donc je ne sais plus gérer. Donc c'est quand même une tendance relativement lourde. Il y a deux analyses qui pourraient expliquer, si vous voulez, cette poussée récente. La première analyse consisterait à dire, et je pense que Hemming partage un petit peu ce point de vue quand on regarde ses commentaires sur son analyse sur les chiffres de 2017. Une première analyse qui consisterait à dire il y a l'arrivée de nouvelles générations dans le travail avec des effets souvent de deux types, soit une faible prise en considération, si vous voulez, des contraintes et une faible conscience des règles en matière de présence, okay, ou d'ailleurs derrière aussi un comportement ou une attente, je dirais, en termes d'autonomie, d'engagement, de motivation, qui est finalement assez vite déçu pour certains et qui entraîne une prise de distance par rapport à l'entreprise. Donc ça, c'est un constat qui est assez partagé par pas mal de mes clients. Une première possibilité. Alors, deuxième possibilité, alors là, il faut voir ça sur la durée. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement pensait responsabiliser les entreprises. Alors, il ne le fera sûrement pas en demandant de prendre à sa charge les absences, enfin le coût des absences courtes, parce que bon, ça a été une solution qui a été écartée, mais il le prendra sûrement quand même autrement et en particulier en essayant de communiquer davantage avec les entreprises sur la contre-visite médicale. Ça semble être une piste qui va se confirmer. En l'occurrence, on s'aperçoit effectivement qu'il y a probablement, à travers certaines activités, des poussées de stress ou des situations effectivement qui amènent à certaines difficultés, je dirais, à assumer en quelque sorte son activité, qui fait que certaines personnes finissent par s'absenter. Alors, pour souffler, quoi, on va être confronté à ça, d'accord ? Alors, j'ai noté ça. Alors, au-delà de ça, il y a aussi des comportements déviants. Alors clairement, on le rencontre un peu partout. La CNAM en fait le constat. Je crois que le ministre du Travail disait, il n'y a pas très longtemps, le ministre de la Santé disait que, en gros, les gens qui sont contrôlés et dont le contrôle est négatif, c'est-à-dire ils ne sont pas malades, quand ils sont contrôlés par la Sécurité sociale, c'est environ 15%, si vous voulez, de l'ensemble des contrôles. Cependant, alors il faut le relativiser, ça existe, mais il faut agir bien sûr, mais il faut le relativiser parce que 15% de 5%, c'est à peu près le taux d'absentéisme, si on prend 15% de 5% de votre effectif, ça fait 0,75% si vous voulez de votre effectif. Donc c'est une proportion extrêmement faible. Le problème, c'est que cette population-là peut être, là aussi, peut avoir des effets, je dirais, d'influence sur d'autres comportements. Et donc là, évidemment, là non plus, il ne faut pas laisser comme tel quel. Alors, ça m'amène finalement à vous dire que j'ai repéré, moi, 4
profils possibles. Et ces profils, finalement, quand on regarde bien, les déterminants qui peuvent les faire se comporter comme ça sont de deux types. Alors, premier déterminant, c'est l'axe horizontal, c'est l'exposition à des conditions de vie au travail qui peuvent être plus ou moins dégradées. Alors que ce soit du stress, que ce soit de la charge de travail, que ce soit de la pénibilité physique ou autre, voilà, ça peut être effectivement une bonne raison qu'on va repérer. Donc j'ai distingué effectivement des gens qui peuvent être exposés à des conditions de vie au travail dégradées, d'autres qui bénéficient de bonnes conditions de vie de travail. Okay. Et puis alors il y a un deuxième terme que j'ai utilisé, j'ai hésité assez longuement, mais j'ai fini par l'utiliser, c'est le niveau de loyauté. Est-ce que là, le profil est loyal et s'engage finalement vis-à-vis de l'entreprise, ou est-ce qu'il est plutôt dans la déloyauté? Alors, quand je parle de loyauté, encore une fois, il ne s'agit pas effectivement d'être, je dirais, dans la fidélité au sens inconditionnel vis-à-vis de l'entreprise. C'est plus cette loyauté qu'on pouvait avoir dans les années 70, je dirais, où on considérait que l'employeur était celui qui vous permettait de vivre et pour lequel vous deviez donner tout ce que vous pouviez. D'accord. Là, on est plus dans une logique du contrat depuis un certain temps, et ça va de soi. Je suis payé pour faire une tâche et je la fais, mais ce contrat, il n'est pas seulement, je dirais, physique, il est aussi moral. Il y a une forme, je dirais, d'engagement et de respect, alors de l'entreprise, de son manager et de ses collègues. Okay. C'est d'ailleurs plutôt le respect des collègues qui va faire que les gens vont être dans un certain niveau d'engagement et vont respecter cette loyauté. Alors c'est de cette loyauté-là dont je parle. Hein. C'est en gros une forme de contrat moral, une forme de respect, hein, je dirais, des engagements qu'on a pris vis-à-vis de l'entreprise. Hein. Alors, allons-y, on va démarrer par le premier profil. Le premier profil que je vois, moi, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est plutôt exposé à des conditions de stress assez fortes. Ça peut être momentané, ça peut être depuis un certain temps, mais finalement qui va s'absenter de courte durée, mais vraiment pour un besoin de souffler. Okay, plutôt quelqu'un de loyal, mais qui pour le coup n'en peut plus. Quoi. Et quand il va voir son médecin, il va évoquer souvent des causes qui peuvent être des causes voilà, de fatigue extrême, des causes d'insomnie, des causes de douleurs physiques. Et donc le médecin, dans le doute, souvent, effectivement, va bien sûr l'arrêter. Okay, pour de courtes durées, souvent, mais encore. OK. Deuxième profil, là, on a affaire en particulier, alors, je dirais, à la population plus féminine, qui est, enfin, pas seulement, mais plus féminine, qui est exposée à un certain déséquilibre vie professionnelle, vie personnelle. On peut y associer des gens qui sont aujourd'hui considérés comme des aidants et qui ont une charge, je dirais, particulière dans leur vie personnelle, qui là, alors, sont plus ou moins loyales par rapport à l'entreprise. C'est pour ça que je les ai mis effectivement sur l'abscisse, parce que certains peuvent être dans une forme de loyauté, mais ne pas pouvoir faire autrement. Sincèrement, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Alors, on le sait, en région parisienne, par exemple, les temps de transport ou les contraintes de transport peuvent faire partie de ça, mais évidemment, les contraintes personnelles peuvent être très, très fortes dans certains contextes et auprès de certaines populations. Et donc, pour le coup, il y a des moments où il va falloir privilégier la vie personnelle. Ce n'est pas nécessairement une volonté, mais c'est une contrainte qui s'impose de façon assez forte. Voilà. Alors, ça peut être plus ou moins, effectivement, fort, mais c'est important. Troisième population auquel je pense, alors là, on a affaire à une population que j'observe, moi, assez souvent dans les entreprises qui ont recruté récemment, ces gens qui sont assez insouciants à l'égard de la présence. J'en avais déjà parlé dans les absences chroniques. Ce sont des gens qui, pour le coup, n'ont pas conscience, d'une part, des conséquences de leurs absences. Pensent même d'ailleurs que c'est surtout eux qui sont pénalisés, parce qu'en venant pas, et ils risquent de ne pas être payés, mais ils oublient complètement effectivement que l'entreprise a besoin d'eux, quoi, et que
poste vacant, ça entraîne évidemment des conséquences et des perturbations très fortes en interne et vis-à-vis de la clientèle. Donc ceux-là ont souvent besoin effectivement qu'on leur rappelle les règles. Là aussi, je fais un rapport avec les résultats que donne Aiming et là aussi, je partage ces résultats. Ils disent qu'un défaut de bonne intégration de ces profils assez jeunes peut être une raison de faible conscience, je dirais, de la nécessité d'être à l'heure, la nécessité d'être présent, la nécessité de prévenir, la nécessité effectivement d'être dans une forme de conscience réelle de sa contribution. Voilà. Dernier profil, c'est les fameux 15%, si vous voulez, des gens qui sont contrôlés et qui sont finalement en contrôle négatif, c'est-à-dire en gros les 0,75%, les arrondir à 1%, ok, pour faire simple, de gens qui s'absentent mais qui tirent profit en quelque sorte du système. D'accord. Là, on a affaire effectivement à des gens qui privilégient leur vie personnelle au détriment de la vie professionnels et qui vont effectivement, en quelque sorte, définir leur temps de travail, souvent en fonction de leurs envies ou en fonction de leurs besoins. Voilà. Alors, j'ai une première question, c'est est-ce que la loyauté n'est pas liée aux générations entre X et Y et Z? Alors, oui, il y a probablement un lien entre les deux, entre les problèmes générationnels, mais pas seulement, parce que je ne suis pas sûr que... Je ne connais pas bien les Z, je crois que c'est une population qu'on commence à étudier, à rencontrer. Je ne suis pas sûr qu'ils manquent de loyauté. Les Y, de ce que je connais, c'est plus un problème de prise de conscience. Donc moi, ce serait plutôt effectivement une population, je dirais, insouciante qui me vient à l'esprit. Enfin, excusez-moi. Enfin, alors bon, les Y, on en trouve finalement relativement peu maintenant au sein alors même si j'en existe encore, on en fait partie, mais là pour le coup, effectivement, on était sur une autre forme de loyauté. Vous avez raison. Là, il y avait une vraie loyauté. Alors je dirais pas que les Y ou les Z sont nécessairement, manquent de loyauté. Je pense qu'effectivement, ils peuvent finalement le devenir, mais par lassitude, parce que on ne s'est pas suffisamment effectivement occupé d'eux, parce qu'on n'a pas suffisamment répondu à leurs attentes en matière je dirais, d'autonomie, de prise de responsabilité, de professionnalisation des fois. Donc, il peut y avoir des gens qui décrochent vraiment, mais j'en ai vu dans toutes les générations, pas nécessairement uniquement dans les générations Y ou X. Voilà, bon, les X, là aussi, il faut voir les choses à part. Alors, la vraie question pour chacune de ces catégories, c'est que fait-on? Et donc, je vais essayer de vous dire ce qu'on pourrait se recommander de faire. Maintenant, ça reste effectivement vraiment un avis ou une recommandation assez générale. Et je vais le faire en vous rappelant le profil et en vous disant quelles pourraient être effectivement des pistes de réflexion. Alors, prenons le premier cas. Le premier cas, je l'ai décrit de façon assez claire. Quelqu'un de plutôt motivé, des absences qui sont plus fréquentes depuis un certain temps. C'est comme ça que vous allez observer effectivement qu'il y a une forme de récurrence. Et qui vit, alors soit au plan personnel, soit au plan professionnel, un passage difficile. Alors si c'est au plan professionnel, c'est plutôt des problèmes d'ambiance, des problèmes de stress, des problèmes de surcharge, des problèmes d'inquiétude sur l'avenir. Et vous pouvez, évidemment, toutes les organisations sont en changement permanent, et donc vous pouvez bien imaginer que beaucoup de gens peuvent se manifester en quelque sorte ce phénomène-là. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, sur l'inquiétude sur l'avenir, et je vais aller assez vite sur la suite, mais évidemment, le niveau d'inquiétude sur l'avenir pourrait amener les gens, on pourrait croire que plus ils sont inquiets, plus ils vont essayer d'être présents. Curieusement, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ça entraîne un stress supplémentaire, et donc, généralement, ça provoque de l'absentéisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, rencontrer l'individu et évoquer l'origine
professionnel des absences. Vous allez bien comprendre que pour moi, il va de soi qu'on ne faut pas aller sur le terrain personnel, mais bien y a-t-il une raison professionnelle à ces absences? Élaborer un plan d'action, c'est important effectivement de voir ce qu'on peut corriger dans l'organisation du travail de la personne pour trouver des solutions. Et puis, pourquoi pas aménager le poste, aménager les horaires, repenser certaines choses. Ce petit soin que vous aurez porté, si vous voulez, au problème que vit la personne sera vécu comme une forte considération. Okay. Enfin, organiser un suivi à échéance régulière de ce plan d'action, ça va de soi. Hein. Et tout ça dans un entretien managérial, je reviendrai là-dessus. Deuxième population, un collaborateur qui vit des problèmes d'équilibre. Alors là aussi, ça peut être personnel, c'est souvent personnel, ça peut être aussi des problèmes de santé, mais en l'occurrence, multiples contraintes auxquelles elle est exposée. Et donc, même chose, comprendre la véritable origine du problème. Si c'est un problème d'ordre maladie chronique, évidemment, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup de choses en dehors de organiser peut-être les horaires différemment pour que la personne puisse se soigner dans de bonnes conditions. Donc là aussi, ça mérite effectivement de voir comment on peut trouver des solutions. Encore une fois, une forte reconnaissance derrière cette prise en charge des problèmes de l'individu. Se revoir, avoir une stratégie de la porte ouverte avec ce type de profil de façon à ce qu'on puisse voir en quoi on peut trouver des solutions. Troisième cas, faible conscience de l'importance de la présence. Donc j'en ai parlé, je ne vais pas vous revenir sur le profil, on est quelqu'un qui est finalement assez à côté de la plaque en ce qui concerne les contraintes de l'entreprise. Ce qui va être important, c'est de lui faire comprendre qu'il y a des règles et que ces règles, elles ne sont pas faites là pour l'embêter lui, mais que c'est la nécessité de l'activité de l'entreprise qui l'oblige. Et donc, il faut débanaliser l'absence, faire respecter à la lettre les règles de présence, alors que ce soit les délais d'envoi de l'arrêt, que ce soit la prévenance, que ce soit être très vigilant là-dessus. Et même chose, en général, ça se corrige assez vite, mais il faut lui faire prendre des engagements et donc renvoyer aussi de la reconnaissance sur les efforts s'il y a des progrès par rapport à ça. Dernier cas de figure, alors celui qui peut vous paraître le plus complexe, et je suis d'accord avec vous, c'est le manque de l'horizon. Je crois qu'il y a une question, mais j'y répondrai après avoir terminé. Donc là, valeur de présence assez faible, quelqu'un qui subordonne sa vie professionnelle à sa vie personnelle, système de gestion des absences qui lui permet des déviances parfois, donc il y a une certaine latitude ou une certaine faible contrainte. Et puis quelqu'un qui se sent à l'abri des sanctions éventuellement. Bon, là-dessus, je pense qu'il faut d'abord faire respecter à la règle les règles d'absence et les règles de prévenance, de façon à ce qu'on débanalise là aussi son absence et qu'on montre bien qu'on est vigilant. Évidemment, la contre-visite médicale peut être un excellent moyen. Je sais que beaucoup d'entre vous qui s'y tentent ont le sentiment d'avoir de faibles résultats, mais elle a de l'intérêt en termes de communication vis-à-vis des présents. Et puis, faire prendre conscience des conséquences de l'absence en expliquant aussi comment on a dû s'organiser pour qu'il y ait là aussi une espèce de contrat moral qui serait écrit, en quelque sorte, avec la personne. Okay. Alors, bien sûr, on ne va pas revenir dessus. Si jamais ces absences sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose sont aussi en rapprochement avec une faible activité, avec un niveau de qualité très faible, ça peut donner lieu, bien sûr, éventuellement à sanction. Alors, je lis la question. Diane qui dit « Si les démarches de résolution ne suffisent pas, comment faire pour ne pas banaliser l'absence sans entrer dans le disciplinaire ?» Alors, je l'évoquais tout à l'heure, ne pas banaliser l'absence, c'est justement rappeler les règles régulièrement, être exigeant vis-à-vis des règles, éventuellement sanctionner si les règles ne sont pas respectées en termes de prévenance, en termes de transmission d'arrêt de travail, et ainsi de suite. Alors, doit-on faire un point avec le médecin du travail pour les 2 premiers cas? Oui. Alors, bien sûr, c'est un excellent, dans la mesure où il est allié sur le sujet, c'est un excellent interlocuteur, il faut travailler avec lui, ça va de soi.
Les petites considérations proposées en absence chronique sont souvent mal perçues par les loyaux et motivés. Oui, alors c'est vrai, c'est difficile à expliquer. Quand on aide quelqu'un et qu'on aménage un poste pour une personne, les autres pensent qu'il y a une forme d'iniquité. Je crois qu'il faut communiquer aussi là-dessus, dire de façon pas dans le détail, mais dire que c'est un passage et que c'est un moment difficile pour cette personne et que c'est la condition pour que cette personne se sente peut-être mieux ou reprenne dans de bonnes conditions son activité. Bien. Alors, conclusion. J'aurais tendance à dire, première chose, les différents leviers d'action, ils sont quand même entre les mains d'une seule et même personne, c'est le management. Et la question, c'est comment on l'aide le manager par rapport à ça, c'est-à-dire en fait, comment on lui vient en soutien en termes de formation, en termes de méthode, en termes d'outils, etc. Évidemment, lui, ça tombe souvent que ce soit la RH qui gère le problème, mais ça ne se gérera pas bien si c'est la RH qui le prend en charge. Donc, ça veut dire concrètement qu'il faut l'aider, mais il faut le responsabiliser. Et pour le coup, je pense qu'il faut développer des entretiens managériaux qui sont ni des entretiens nécessairement de retour d'absence qui seraient un peu systématiques, ni des entretiens d'évaluation annuelle, des entretiens professionnels ou autres, mais qui seraient des entretiens managériaux qui permettent de faire le point avec des gens qu'on sent en difficulté à un moment donné. D'accord ? Il faut que ces entretiens soient vraiment sur le champ professionnel. Sinon, effectivement, on exclut tout dialogue, souvent, avec des gens qui considèrent que voilà, la maladie, c'est personnel. Agissez, alors bien sûr, agissez, parce que sinon, on va rentrer dans une culture de la banalisation. Et là, il faut vraiment éviter ça. Et puis, ça permet d'envoyer un message au présent. C'est ce que je dis toujours. Le fait de ne rien faire laisse entendre qu'il y a impunité tout le temps et que finalement, c'est toujours les mêmes qui prennent à leur charge l'absence des autres. Donc là, vous avez une pandémie de démotivation qui peut se créer si vous n'agissez pas. Dernière chose, efforcez-vous de développer l'envie d'être présent, parce que c'est plutôt, on le voit bien, c'est pas tant une volonté d'être absent, il y a simplement quelques profils qui peuvent être un peu déloyaux, mais en l'occurrence, la plupart des autres aimeraient peut-être justement se sentir mieux et venir travailler. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie, effectivement, d'être présent ? C'est dans cette logique-là qu'il faut prendre le sujet. Bien. J'ai déjà dépassé un petit peu mon temps et je vous propose qu'on échange. Alors, quelqu'un me dit si les démarches de résolution ne suffisent pas. Alors là, oui, j'ai évoqué ça. Voilà. Alors, Véronique me pose la question comment déterminer les profils de façon objective? Alors, bonne question. Je vais revenir dessus. Alors, si on reprend le tableau, la petite graphique que je vous ai montré, voilà. Hop là. Ce qui différencie, si vous voulez, la personne qui a besoin de souffler, c'est que c'est récent. Ces absences, effectivement, vont être récurrentes, mais depuis peu de temps, quoi. Et là, ça vous met un peu en évidence qu'il y a un problème. C'est vrai pour cette catégorie. Ça peut être vrai aussi pour quelqu'un qui vit momentanément un problème de déséquilibre vie personnelle, vie professionnelle. Pour les deux autres, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, l'associant à la garde de sa présence, très rapidement, et même parfois très vite après sa période d'essai ou très vite après son CDD qui s'est transformé en CDI, il va commencer effectivement à s'absenter. Et le manque de loyauté, alors lui, ça peut être depuis plusieurs années. Okay, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est un peu enquisté, c'est devenu une culture de fonctionnement pour lui, et donc c'est difficile à corriger. C'est ça la différence. Après, la vraie différence, vous le ferez uniquement parce que vous aurez eu un entretien avec cette personne-là. Il n'y a qu'à cette condition que vous réussirez effectivement à voir ce qui se passe derrière. Alors Nathalie pose la question, les leviers d'action à la main des entreprises n'étant pas des actions sur lesquelles un employeur peut communiquer, le message au présent dans ce cas paraît compliqué. Moi, je pense, alors je vais vous dire, je suis de ceux qui considèrent que sur le sujet de l'absentéisme, il faut communiquer et communiquer de façon assez, assez transparente sur les conséquences sur l'organisation. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire petit 1, dans les équipes,
évoquer justement le fait qu'on est à 10% d'absentéisme, que bon, c'est pas simple, hein, ça nous oblige effectivement parfois à jongler, ça nous oblige à surcharger certaines personnes, mais qu'on en est conscient, sans fustiger qui que ce soit, parce que derrière, on ne sait pas effectivement quelles peuvent être fondamentalement les causes, mais le fait d'en parler, si vous voulez, peut être un vrai moyen, si vous voulez, salvateur, pour justement trouver des solutions en commun et pour mettre en avant le fait que c'est un problème. En parler aussi sur certaines difficultés en disant, ben voilà, on va comprendre que en ce moment, Monique ou bien Kevin vit une difficulté particulière. Et donc, pour le coup, c'est important qu'il y ait cette solidarité. C'est l'un des rôles des managers de créer de la solidarité. Et la solidarité, c'est aussi dans la difficulté. Et puis en parler, c'est-à-dire prendre contact avec des gens qui peuvent être absents, à la condition évidemment qu'ils ne vous refusent pas le contact, parce que c'est à eux de choisir s'ils veulent garder le contact, mais garder le contact avec des gens qui sont absents et continuer à dialoguer avec eux, alors à les tenir informés de ce qui se passe dans l'entreprise, si possible à échéance régulière, parce que ce qu'il y a de pire, c'est l'effet désocialisant, si vous voulez, de l'absence, et donc la difficulté qu'il peut y avoir à revenir dans un environnement qui vous a complètement oublié, et surtout le sentiment d'avoir été peu considéré, si vous voulez, pendant cette période d'absence. Donc, je suis pour la communication. Maintenant, je ne dis pas que c'est simple et ça demande beaucoup de courage de la part du manager. Voilà, je sais pas, j'ai été clair, assez tranché d'ailleurs peut-être, mais en tous les cas, voilà, je vous invite à être le plus communicant possible sur le sujet, sachant que, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas juger des raisons d'une absence et donc il faut voilà, comme dit Laurence, beaucoup de courage et d'énergie pour le faire. On ne peut pas juger les raisons d'une absence et donc on va s'intéresser aux conséquences professionnelles, aux conséquences de l'organisation sur le sujet, mais on va considérer effectivement que ce n'est pas un sujet nécessairement tabou. C'est d'ailleurs un indicateur, si vous voulez, de bien-être physique et de bien-être moral de la population. Donc pour le coup, il ne faut pas hésiter, je dirais, à se dire c'est un sujet que je veux suivre et dont je veux parler avec mes équipes, quoi. Alors, j'ai quelques cas d'entreprises qui ont décidé de prendre le sujet par les cornes et puis d'en parler de façon assez ouverte. Alors, ça n'a pas été simple au départ. Les gens se regardaient effectivement autour de la table quand on parlait de ça. Et je pense qu'il y a des a priori, mais en évoquant le fait qu'on ne veut pas que ces a priori se diffusent, on peut parfaitement effectivement gérer le sujet comme un sujet d'organisation. Voilà. Alors, j'ai peut-être été long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christophe, est-ce que l'encadrement peut aborder les raisons des absences lors de l'entretien d'évaluation? Alors, les raisons des absences, non. Ce que je dis toujours aux managers que je forme en matière de prévention de l'absentéisme, je leur dis, si vous voulez parler avec la personne de l'absence, la question qu'il faut que vous posiez, c'est y a-t-il un lien entre votre travail et votre absence? Et si c'est le cas, c'est de l'ordre de ma responsabilité parce que ça veut dire que l'organisation du travail, les horaires de travail, le mode de fonctionnement, les relations avec vos collègues sont peut-être à l'origine de votre problème. Donc, je vais m'en occuper. Donc, c'est plus précis, je dirais. C'est les raisons de l'absence dans la mesure où elles sont professionnelles. Bien sûr, je laisse complètement ouvert et tout à fait libre quelqu'un qui ne veut pas me parler de ses raisons personnelles, parce que dans certains cas, c'est dur à raconter, parce que dans certains cas, c'est déjà une souffrance, donc c'est encore plus difficile à évoquer. Mais si le manager sait que la ligne à ne pas franchir, c'est justement la raison personnelle, il peut toujours aborder, et c'est de l'ordre même d'ailleurs de sa responsabilité, les raisons professionnelles qui peuvent être à l'origine d'une absence, alors de façon plus ou moins consciente, certains en sont conscients, d'autres non, mais en tous les cas, il peut effectivement se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans votre travail, peut être une raison de votre absence? Voilà, ça, je pense que c'est une bonne question à prendre à poser. Y a-t-il d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Je retourne à la fin du... Très bien, merci, me dit Christophe. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je suis bien sûr disponible, moi, si vous voulez, vous verrez à la fin de la page de la présentation, il y a mes coordonnées.
J'espère qu'elles vont s'afficher. Voilà. N'hésitez pas à me joindre et puis je serai ravi de vous rencontrer et de vous offrir d'ailleurs mon livre sur l'absentéisme. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et, si vous voulez creuser, ce serait avec plaisir que je vous proposerai voilà, discuter plus dans le détail de l'absentéisme, comprendre et agir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et puis, je vous souhaite bon courage dans vos plans d'action si vous menez à bien des plans d'action. Merci encore.